Oui, mesdames, messieurs, je vais donc vous faire part de quelques éléments du rapport alternatif sur l'application de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, élaboré donc par le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes, concernant l'article 30 sur lequel il m'a mandaté, l'article 30 donc qui concerne la vie culturelle. Tout d'abord, en préambule, je dirais que j'aimerais rendre hommage, en effet, aux célébrités handicapées qui illuminent notre patrimoine culturel mondial, comme Beethoven, Van Gogh, Frida Kahlo, Borges, vous venez de citer Michel Petrucciani, et il y en a tant d'autres. Je voudrais dire surtout qu'ils nous donnent un message qu'en effet, priver les personnes handicapées d'une pleine participation à la vie culturelle, c'est priver l'humanité de trésors. Et puis aussi, le deuxième message, il faudrait vraiment une bonne fois pour toutes que ça balaye les idées reçues sur le fait que les handicaps seraient le problème. Ils ne sont pas le problème. Et quand on voit Stephen Hawking, quand on voit Jean-Dominique Bauby, qui est atteint du Hawking syndrome, qui ont pu nous faire partager des œuvres littéraires, artistiques, scientifiques, on le sait, même par-delà des handicaps lourds, on le sait, le handicap n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi ? C'est l'environnement. Est-ce qu'il est capacitant ? Le problème, c'est l'organisation de la vie de la cité. Donc le problème, il est bien politique. Et je voudrais aussi avoir une pensée aux personnes qui ont nourri mes engagements. J'en citerai une seule, qui est une personne âgée, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, s'est laissée mourir à la fermeture brutale et définitive de l'atelier de peinture où elle se rendait régulièrement pour peindre dans un service de longue durée en grand hôpital gériatrique. Mon intervention se fera en 7 points, mais très bref. Donc je n'entrerai pas dans les détails, et puis je ne m'attarderai pas sur des richesses qui ont déjà été évoquées par les autres intervenants en termes de ressources. En 7 points, donc tout d'abord les enjeux, j'aime à rappeler les enjeux. Tout d'abord, aucun être humain ne peut être réduit à ses données biologiques. Nous le savons, fondamentalement, nous sommes tous des êtres de culture. Et donc, priver un être humain de toute nourriture culturelle, de toute possibilité de participation à la vie culturelle, c'est ne pas le reconnaître comme faisant partie de l'espèce humaine. Et en général, c'est le menacer même dans son existence. C'est mettre sa vie en péril. Et les enjeux, donc, sont des enjeux de dignité humaine, les enjeux du respect des droits culturels, ce sont des enjeux aussi, bien sûr, donc, de choix de société, de civilisation. Ce sont, nous le savons très bien, des enjeux aussi en termes que finalement l'accès aux loisirs, à la culture, la pleine participation à la vie culturelle, c'est un préalable pour une réussite scolaire et professionnelle, en toute égalité des chances. Et puis, enfin, vous le savez tous aussi, c'est un enjeu en termes de lien social, de cohésion sociale et du vivre ensemble, si rabâché. Mais quand on parle du vivre ensemble, j'entends pas souvent les médias parler des personnes handicapées, ni des personnes âgées en perte d'autonomie, encore peut-être moins d'ailleurs, ni des personnes malades d'Alzheimer. Et donc, les enjeux sont extrêmement importants. Après, je voudrais brièvement évoquer la question du cadre législatif et réglementaire, puisqu'en effet, quand on analyse la question de l'application de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, il s'agit de voir si le cadre législatif français est satisfaisant pour défendre les droits culturels des personnes handicapées. Je dirais que même avant qu'il y ait des lois concernant le handicap, il était satisfaisant. On oublie trop souvent de dire que dans le préambule de la Constitution, il y a en effet la nation garantit l'égal accès de l'enfant, de l'adulte, à la culture. Et puis, en effet, la France a ratifié un certain nombre important de conventions, de déclarations, de conventions internationales sur les droits humains fondamentaux, et qui comportent notamment les droits culturels. Concernant les personnes handicapées, plusieurs lois sont venues introduire cette dimension des droits culturels. La première fois que la culture a été introduite dans une loi concernant les personnes handicapées, c'est dans la loi de modernisation sociale de 2002 et qui indique l'accès du mineur et de l'adulte à la culture est une obligation nationale. Enfin, avec la loi de 2005, ce qui me semble intéressant, c'est qu'elle a apporté non seulement des déclarations, non pas dans le corps de la loi, mais dans des décrets, mais surtout des outils. Car je crois que fondamentalement, nous manquons d'outils, d'appui méthodologique. Il ne suffit pas de déclarations, de principes. Et avec la loi de 2005, en effet, la culture a été reconnue comme besoin essentiel à l'existence, mais aussi ouvrant droit à compensation
à des financements d'aide humaine et d'aide technique. C'est dans le décret sur la prestation de compensation du handicap. Par ailleurs, le décret de 2006, toujours en référence à la même loi concernant l'accessibilité des établissements recevant le public, indique bien en effet que les prestations des établissements recevant le public, donc un cours de musique, un cours de guitare, de danse, un spectacle, de théâtre, etc., dans une MJC, dans un centre d'animation, dans un conservatoire, ils doivent être accessibles comme pour les personnes valides ou, à défaut, présenter une égale qualité d'usage. Et ne nous laissons pas avoir par les médias qui ont fait circuler trop souvent la question des ADAP, qui repoussent les obligations de 3 ans, 6 mois, de 3 ans, 6 ans, 9 ans pour l'accessibilité. Cela porte que sur le cadre bâti. Sur l'accessibilité des prestations, c'est applicable depuis le 1er janvier 2015. Donc le cadre législatif réglementaire semble assez satisfaisant. Mais finalement, au regard de tout ça, quelle en est la situation? Quelles sont les situations vécues par les personnes handicapées? Alors, en effet, je passe le point sur les richesses. Ça a été évoqué, la Commission nationale culture handicap, etc. Il y a eu le label tourisme handicap aussi en 2001. Même année que la création de la Commission nationale, il y a eu la réunion des établissements culturels accessibles, qui sont des ressources très importantes. Mais quelles sont les situations vécues par les personnes handicapées? Je dirais déjà qu'on trouve schématiquement 3 cas de figure. On trouve un premier cas, qui est ce que je nomme l'exclusion culturelle absolue. Dans la 5e puissance économique du monde, la France, nous trouvons des milliers de personnes qui ne bénéficient aujourd'hui que de soins de nursing, qui n'ont accès à aucune culturelle, à aucune nourriture culturelle, à aucune possibilité de participer à la vie culturelle de la communauté. Je souhaite que cette situation soit reconnue comme une forme de maltraitance extrême et qu'on y mette fin. Il y a aussi, à l'autre extrémité, je dirais, des personnes handicapées qui ont la possibilité de réussir des parcours de vie artistique, culturelle, comme tout le monde. Je veux dire par là, comme les personnes normales, mais les personnes handicapées sont des personnes comme tout le monde, ce sont des citoyens à part entière, et certains, en effet, vivent cette possibilité grâce, finalement, à un environnement capacitant, à des professionnels dans le domaine culturel, sanitaire, médico-social, qui assument une déontologie, qui affirment une déontologie professionnelle, une éthique, et qui se conforment au cadre légal. Et vous avez beaucoup de personnes handicapées qui sont entre les deux, qui rencontrent souvent des difficultés. On connaît des personnes aveugles qui se sont fait refuser l'entrée dans des discothèques parce qu'on voit qu'ils sont aveugles. On voit en effet des personnes encore aveugles qui se font refuser l'accès à des conservatoires, des personnes handicapées motrices, etc., personnes handicapées mentales, qui se font refuser l'accès de certains lieux culturels. Et puis, à d'autres moments, elles ont accès. Moi, ce que j'aimerais surtout signaler, c'est qu'on observe sur le territoire français ce que j'appelle des zones de non-droit culturel. Qu'est-ce que c'est des zones de non-droit? On dit que les zones de non-droit, ce sont des zones où le service public ne pénètre pas. La police ne peut pas pénétrer, parfois même les médecins, parfois les pompiers. Eh bien, vous avez des vastes territoires où, en effet, par exemple, des institutions d'accueil, où vous avez 300, j'en connais une, il y a 600 personnes, résidents, qui ne peuvent pas sortir, jamais, de par leur situation de handicap, et où le service public de la culture ne pénètre jamais. Et ce qui est posé là, et je la pose au législateur, est-ce que les principes constitutionnels de garantie de continuité de service public ont été abolis en France? Il y a un livre qui vient de paraître très récemment par M. Lerat, qui est directeur du Centre d'expertise et de recherche à l'ENA, l'École nationale d'administration, qui s'appelle « Vivre les valeurs du service public, dont la continuité ». Donc visiblement, ça reste quand même un peu d'actualité. Mais sur ce sujet des droits culturels, c'est une des questions centrales. Donc nous voyons des zones de non-droit culturel au sein d'institutions sanitaires, médico-sociales, mais nous le voyons aussi au sein d'établissements culturels. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, dans une opération testing, un conservatoire accueillant 1000 élèves, dont le directeur des études indique « Nous n'accueillons aucun élève handicapé », mais il ajoute « Nous ne pouvons en accueillir aucun ». Ça, c'est une zone de non-droit culturel. Et donc, ces zones de non-droit culturel, il faut vraiment s'y attaquer, s'y pencher. Et donc, je dirais que ce qu'on remarque le plus, c'est en effet une absence aussi de connaissance des droits. Donc, je voulais venir là sur le point de mon intervention qui me semble important, ce sont les processus de discrimination. Il faut les analyser. Ils sont très nombreux. Il y a un véritable schème de processus de discrimination. Le premier, ça a été évoqué d'ailleurs par d'autres intervenants,
c'est l'absence, la méconnaissance, mais souvent l'absence de connaissance des droits culturels, mais surtout sous l'angle des obligations que cela impose aux représentants de l'État, des administrations, aux représentants de collectivités, pas aux représentants, aux responsables, et aussi aux responsables, bien sûr, d'établissements sanitaires, médico-sociaux, culturels, et aux professionnels. Donc l'absence de connaissance de leurs obligations, moi j'aime pas trop dire des droits culturels, de leurs obligations en matière de droits culturels. Car on n'a pas d'obligation pour aller pratiquer la danse, mais il y a des obligations pour que ça soit accessible. Deuxième processus de discrimination qui est très présent, c'est évidemment l'héritage, un héritage qui date d'avant la Révolution de 89. Du moment où vous êtes handicapé, du moment où vous êtes personne âgée en perte d'autonomie, vous ne relevez pas de l'action publique. Vous relevez de la charité, vous relevez du bénévolat. Je connais des lieux où il y avait 1500 personnes âgées, où uniquement ce sont les petits frères des pauvres qui intervenaient pour les loisirs, et le député maire me disait « ça ne me concerne pas, je n'ai pas à les prendre en considération dans la politique culturelle de ma ville ». Comme troisième point, il y a aussi le fait que finalement on réduit les personnes handicapées, âgées en perte d'autonomie, malades d'Alzheimer, souvent à leur maladie, à leur handicap. Donc, ils n'ont besoin de quoi ? Ils ont besoin que d'activités thérapeutiques. Alors, vous rajoutez un suffixe à un mot, vous avez le mot loisir, vous faites des activités de loisirs thérapeutiques. Vous avez le mot jardin, vous faites du jardin thérapeutique, l'art floral thérapeutique. Du matin où on se lève, au soir où on se couche, on n'a que des activités thérapeutiques. On est devenu uniquement un malade. Et puis, alors, l'autre processus, et ça, je ne leur reproche pas, c'est le fait que, qu'est-ce qui se passe quand il y a des zones de non-droit ? Quand il y a des zones de non-droit culturel où depuis toujours le service public de la culture n'est pas venu, les gens ils s'organisent et ils se substituent aux professionnels de la culture. Et c'est ce qui s'est produit dans le secteur sanitaire et médico-social. Je ne leur reproche pas, car ils le font avec générosité, mais c'est un phénomène d'inégalité des chances, d'inégalité de traitement, car personnellement, quand je veux un cours de chant, je vais voir un professeur de chant. Quand je veux un cours de danse, je vais voir un professeur de danse, je ne vais pas voir un aide-soignant ou une infirmière. Et il faut arriver à clarifier les missions, surtout que le processus de substitution est un obstacle colossal aux dynamiques de coopération qui sont indispensables. Donc, pour faire court, pour conclure, je dirais que le vrai problème, il est ailleurs. Il est au-delà de tout ce que je viens d'évoquer. Le vrai problème, il est ce que l'on évoque aujourd'hui dans ce contexte mondial et national, c'est la question de la morale. Parce que je vais vous faire une confidence. Depuis 25 ans, j'ai eu des échanges, des entretiens sur ces sujets avec, sans aucune exception, tous les ministres, hommes et femmes de la culture qui se sont succédés. Et la plupart des ministres de la Santé et du Handicap. Pour parler franchement, la question des droits culturels des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d'autonomie, et les élus aussi, de grandes villes, c'est pas leur tasse de thé. C'est pas leur tasse de thé. Non seulement ça ne les intéresse pas en général, mais je vais vous dire, il y en a qui expriment un mépris. Donc, j'en appelle un sursaut moral. C'est là le problème. Car le cadre législatif, il est là. Même si, je le reconnais, nous manquons d'outils d'appui méthodologique. Et donc, ce sursaut moral, il faut qu'on travaille tous ensemble pour qu'il prenne vie. Parce que, voyez-vous aussi, les vies qui se consument, dans l'isolement des exclusions. Parfois, entre les grilles d'un lit, elles font moins de bruit que des voitures qui brûlent. Elles ne secouent que bien peu les consciences. Elles secouent bien peu les consciences. Et ce sont des millions de personnes. Il faut quand même savoir qu'en France, personnes handicapées, personnes âgées en perte d'autonomie, malades d'Alzheimer, c'est autour de 7 millions de citoyens. Oui, elles secouent bien peu les consciences. Donc, il faut en effet un véritable sursaut moral et une nouvelle conscience politique, éthique et responsable. Et je ferai 2 propositions en conclusion. Premièrement, j'interpelle le Sénat pour l'instauration d'une commission mixte qui associe la commission culture, éducation et communication à la commission des affaires sociales, car le problème est très lourd dans le secteur sanitaire, médico-social et social sur ces sujets.
Les coopérations sont indispensables avec les professionnels de la culture et avec le tissu associatif et voire les aidants familiaux aussi. J'en appelle aussi, je lance un appel en effet dans ce contexte des élections présidentielles et législatives qui approchent, à l'adoption d'un pacte culturel républicain qui portera 5 mesures. Premièrement, l'élaboration d'un code de l'action culturelle et de l'éducation populaire pour qu'enfin on ait un outil unique qui rassemble toutes les références juridiques et pour qu'en effet les professionnels dans le secteur sanitaire, médico-social, culturel de l'éducation populaire sachent quelles sont leurs obligations, leurs devoirs, leurs limites, les contours de leurs actions, les exigences posées. Et je dirais aussi, comme deuxième dispositif essentiel, l'instauration de contrats territoriaux de l'accessibilité culturelle à l'échelle de bassins de vie, parce qu'enfin, comment un adjoint à la culture peut-il élaborer sa politique en prenant en compte les besoins et les droits des personnes polyhandicapées dans une masse de personnes autistes, de personnes âgées à perte d'autonomie, sans les avoir en réunion de travail ? Donc un contrat territorial d'accessibilité culturelle qui permette, par conventionnement, de mutualiser les moyens des différentes collectivités de l'État concerné, mais aussi d'organiser les coopérations entre les professionnels de la culture, des loisirs, de l'éducation populaire et ceux du tissu sanitaire et médico-social et social et tissu associatif. C'est indispensable et ce conseil doit avoir, bien sûr, être doté d'un conseil culturel. Troisième mesure, le lancement d'un plan métier et formation, ça a été évoqué déjà, la nécessité de formation sur la question des droits culturels et la question, en effet, de l'accessibilité, l'instauration de nouveaux métiers avec des nouveaux statuts, avec des filières, des passerelles intersectorielles. Quatrième mesure, la reconnaissance de l'accès à la culture numérique, donc via la connexion Internet, comme un bien de première nécessité, avec des mesures d'encadrement pour les risques de coupure, notamment pour les personnes en précarité. Et puis, cinquième et dernière mesure, on a parlé, Catherine Morin-Desailly a parlé de la fragilité des structures ressources, notamment. Eh bien, il faut un fonds d'intervention culturelle pour le rééquilibrage des moyens entre territoires, et aussi le soutien aux pôles ressources, le soutien à la culture à domicile pour le portage culturel à domicile. Là aussi, quelle inégalité de traitement. On voit dans un même quartier du portage culturel à domicile, 500 mètres plus loin, il n'y a pas de portage culturel. Donc, un fonds d'intervention culturelle pour, en effet, soutenir cette question de la culture à domicile, tant en termes d'intervention humaine que de culture numérique. Et en conclusion, je dirais qu'en effet, j'accuse nombre de représentants et responsables de l'État et de collectivités territoriales de ne pas se conformer aux exigences de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. J'accuse haut et fort de nombreux représentants de l'État et de collectivités de ne pas assumer leurs responsabilités réaffirmées comme des responsabilités partagées entre l'État et les collectivités dans le cadre de la loi NOTRe. Et donc, je le redis, j'en appelle en effet à un sursaut moral, à une nouvelle politique éthique et responsable. Merci beaucoup.